RTDR. Nous nous retrouvons encore sur RTDR avec notre invité Alain de Benoist. Alain de Benoist, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs qui commencent à être familiers à votre voix, familiers à vos analyses, que vous êtes directeur de la revue Éléments, vous êtes philosophe, politologue, historien des idées, journaliste, vous êtes multicasquette. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un thème qui est important et qui est, je dirais, un des piliers centraux de votre travail, puisque vous travaillez beaucoup sur les idées, c'est la relation des hommes politiques avec les intellectuels, avec les idées. Est-ce que c'est ça dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Écoutez, c'est ce que vous m'aviez suggéré de faire. Je trouve que c'est un sujet intéressant dont on peut faire le tour d'ailleurs assez vite. Alors, est-ce que nos politiques aiment les grandes idées? Est-ce qu'ils aiment les intellectuels? Vous, en tous les cas, concernant la relation que vous avez avec les hommes politiques, vos idées les dérangeaient un peu. Alors, parlez-nous de cet univers général. Écoutez, vous avez parlé de relations entre les intellectuels et les politiques. Je crois que, pour être franc, il faut plutôt parler d'absence de relations. Et c'est sur cette absence de relations que l'on peut s'interroger. Moi, je vois deux causes immédiates et peut-être des causes plus lointaines, plus générales. Les causes immédiates, c'est tout simplement que les hommes politiques, aujourd'hui, d'une manière générale, ne s'intéressent pas, à titre personnel, aux idées. Je crois que je ne trahis pas un secret en disant que leur culture intellectuelle est généralement des plus minces. Nous ne sommes plus à l'époque, comme au XIXe siècle, les hommes politiques se flattaient d'être de grands lecteurs, de grands amateurs de doctrine et de théorie. Aujourd'hui, la plupart des hommes politiques reçoivent une formation d'expertise technicienne, ils font rapidement Sciences Po, ils sortent de l'ENA, ou ils passent par d'autres canaux, et d'une manière générale, ils lisent peu et ils ont peu envie de lire. Quand on voit leur bibliothèque, généralement, on est très vite fixé là-dessus. Donc je dirais qu'il y a, même si le terme est un peu fort, une certaine inculture et un manque d'intérêt de la part des hommes politiques, toutes tendances confondues, même si, bien entendu, il y a toujours ici et là quelques belles exceptions. Juste avant, une petite remarque, et vous poursuivez votre réflexion, ne perdez pas votre pensée. Dans un de vos derniers livres de mémoire vive, vous disiez, si ma mémoire est bonne, que leur culture philosophique se résumait sur du papier confetti, c'est ça? Oui, on peut dire ça, c'est un peu une boutade, évidemment. Mais enfin, ça rejoint ce que je viens de vous dire. La deuxième raison, c'est tout simplement que les hommes politiques font de la politique, ce qui est bien normal, et que la politique a évolué de façon telle aujourd'hui que les idées n'y apportent pas grand-chose. Je veux dire que lorsque vous parlez d'idées, de philosophie, de choses un peu pointues avec un homme politique qui vous écoute poliment, dans le meilleur des cas, et ce qui l'intéresse dans ce que vous dites, c'est ce qui va avoir un intérêt pour lui en fonction des échéances électorales, c'est-à-dire finalement très peu de choses. Et la raison est bien compréhensible. Les idées s'adressent à un petit nombre de gens, et d'autre part, plus on approfondit une idée, plus on théorise, plus on s'interroge en profondeur sur un sujet d'idées, plus évidemment on divise dans une certaine mesure. Or, les hommes politiques, encore une fois, parce que c'est le jeu normal du fonctionnement des institutions, ils ne cherchent pas à diviser, ils cherchent au contraire à rassembler. Et c'est la raison pour laquelle des mots passent partout, des idées générales, des allusions vagues à des valeurs qui ne sont jamais autrement précisées, leur sont finalement beaucoup plus utiles que de se réclamer d'une théorie, d'une doctrine qui nécessairement diviserait leur électorat. Donc je crois qu'il y a une certaine logique à ce fossé qui existe
entre les intellectuels et les hommes politiques. Alors je vais prendre des exemples concrets qui vont vous faire réagir. Quand je parlais de relations, vous avez bien fait de redéfinir le mot relation, mais pour le citoyen lambda, il va par exemple entendre les intellectuels, les philosophes médiatiques qui sont des conseillers du prince. Prenons l'exemple de Bernard-Henri Lévy, qui a beaucoup été écouté par les pouvoirs, de droite comme de gauche, et peut-être même plus à droite qu'à gauche. Il y a donc bien quelques relations. Je pense que là, vous prenez un exemple très intéressant, qui est l'influence exercée par Bernard-Henri Lévy sur tel ou tel homme politique, et tout le monde a en mémoire, évidemment, le rôle que Bernard-Henri Lévy a joué auprès de Nicolas Sarkozy pour déclencher la guerre en Libye. Mais cette influence n'est absolument pas une influence intellectuelle. Bernard-Henri Lévy a consacré une grande partie de sa vie à se constituer un réseau de relations politiques, à développer son carnet d'adresses, et je peux vous dire que les hommes politiques qui éventuellement l'écoutent dans une affaire comme celle de la Libye, par exemple, n'ont jamais lu, ni de près ni de loin, les livres de Bernard-Henri Lévy, ceux qui sont les plus abstraits, parce qu'il faut bien dire que la majorité est quand même un peu légère. Donc, lorsque vous avez un conseiller du prince, ce conseiller du prince n'exerce pas son influence à raison de sa production intellectuelle, mais plus simplement du fait qu'il entretient des relations personnelles, qu'il appartient à des réseaux qui lui permettent de jouer ce rôle. Donc ce qui est quand même quelque part déroutant à vous entendre, c'est que finalement les hommes politiques méprisent les intellectuels finalement ne vont pas fréquenter les hommes politiques. C'est comme si c'était une relation contre nature. Oui, on pourrait dire ça. Maintenant, il faut quand même replacer les choses en perspective. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'intellectuel ne jouit plus aujourd'hui du rôle qui était le sien dans le passé, au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Il avait parce que c'était lié à toutes sortes de choses. D'abord, l'intellectuel apparaissait depuis Émile Zola, disons pour faire court, comme une autorité morale. Il était en quelque sorte le porte-parole des sans-voix. Souvenez-vous de Zola, souvenez-vous de Victor Hugo et de bien d'autres. Cette position d'autorité morale était elle-même liée au prestige de l'université, car en général, c'est à partir de leurs chaires universitaires que les intellectuels prenaient la parole. Aujourd'hui, l'université a totalement perdu son prestige, les gens sont plus influencés par la télévision que par l'université. Les intellectuels se trouvent privés du rôle traditionnel qui était le leur. Il faut ajouter à cela que nous savons bien qu'il y a une baisse de niveau à l'école, que les gens lisent de moins en moins. Nous ne sommes plus à l'époque des années 30 où Monterland ou André Gide pouvaient être présentés comme les princes de la jeunesse et où les jeunes de 16 ans ou de 18 ans affichaient dans leur chambre des portraits d'écrivains et non pas des portraits de chanteurs de pop music. Donc tout cela a fortement changé. Pour dire les choses sous une forme un peu de boutade, si Karl Marx publiait aujourd'hui le Capital, dans le meilleur des cas, il y aurait 2 ou 3 articles dans la presse quotidienne, on le ferait venir à la télévision pour dire ce qu'il a à dire entre 2 messages publicitaires et 3 émissions de variété, et puis on n'en parlerait plus. Nous ne sommes plus à l'époque où les intellectuels exercent sur un nombre appréciable de gens une forte influence. Il y a eu une époque, pas si lointaine, où la lecture d'un livre, par exemple, pouvait véritablement changer la vie d'un homme ou d'une femme. C'était des choix d'existence qui parfois se déterminaient à la lecture d'un livre qui vous avait particulièrement marqué. Aujourd'hui,
La production en librairie repose beaucoup sur des phénomènes de mode, et comme vous le savez, la mode, c'est ce qui se démode. Par conséquent, les choses vont de plus en plus vite, et ça ne reste pas. Alors, que reste-t-il comme possibilité aux intellectuels? Oui, parce qu'Alain de Benoist, continuez, mais remarque, et je vous fais une relance, à vous entendre, la question que je me pose, c'est à quoi sert un intellectuel? On dirait qu'il est inutile à vous entendre. Alors, moi, je suis convaincu que l'intellectuel, évidemment, sert toujours. Je définirais le rôle de l'intellectuel de la façon suivante. L'intellectuel, c'est celui qui essaye de comprendre et de faire comprendre l'époque dans laquelle il vit et d'en faire l'analyse généalogique, prospective, etc. Et en ce sens, il conserve son actualité. Mais les choses ont évolué de façon telle, maintenant que nous avons quitté la graphosphère, comme dit Régis Debray, c'est-à-dire le monde de l'écrit pour rentrer dans la vidéosphère, dans le règne de l'image, que les intellectuels ne me paraissent plus avoir le choix qu'entre deux possibilités, soit accepter en quelque sorte d'être des ornements de télévision qu'on fait venir de temps à autre, qui jouent un peu le rôle de bouffon du roi, ou bien alors de se replier sur l'entre-soi, c'est-à-dire sur la sphère académique et universitaire, publier des livres à très petit tirage, faire paraître des revues qui ne touchent pas grand monde et qui touchent essentiellement leurs collègues. Alors, est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne le crois pas. Je reste en même temps convaincu que les idées jouent un rôle important dans la marche des choses, mais elles sont aujourd'hui de moins en moins perçues comme telles. Merci Alain de Benoist pour cette analyse. Je rappelle vos derniers livres, Mémoire vive, entretien avec François Bousquet aux éditions de Fallois, collection littérature 2 mai 2012. Et votre dernier livre, Édouard Berthoud, le socialisme héroïque, Sorel, Maurras, Lénine, Pardès, publié cette année, donc en 2013. RTDR vous souhaite une très bonne journée, Alain de Benoist, et on vous remercie pour votre regard, et on aimerait chaque fois, Alain de Benoist, vous avoir beaucoup plus longtemps. Et on vous retrouve normalement la semaine prochaine, on vous contactera et vous choisirez vous-même cette fois-ci le thème qui vous intéresse. Mais je suis sûr que vous m'aiderez également à le choisir. Bonne journée en tout cas. À bientôt, au revoir, Au bonne revoir. journée, merci.